parler de l'hydrothermalisme du Piton des Neiges, nous vous présentons Vincent Famin. Si professeur, il va me reprendre, maître de conférence au laboratoire Géosciences, et ce laboratoire est lié à l'Institut de physique du Globe de Paris. Je prends mon papier pour ne rien oublier et ne rien dire de travers, parce que quand on parle d'un scientifique, si jamais les choses ne sont pas A plus B, etc., c'est mauvais. Bon, bref. Vincent est également le directeur du département des sciences de la Terre à l'Université de la Réunion centrale. Et il vient de Saint-Denis spécialement pour nous en apprendre beaucoup sur notre sommet qui appartient au sud, n'est-ce pas? Alors, la formation de Vincent, parce que quand même elle est assez intéressante, il a en 2003 présenté une thèse avec mention très honorable, avec félicitations du jury, en sciences de la Terre, spécialité tectonique. Et ce qui est peut-être le plus amusant ou intéressant, c'est qu'il a également une formation en génie civil. Il a obtenu le Conservatoire national des arts et métiers et même un DEA à l'Institut français du pétrole à l'université Pierre et Marie Curie. Voilà. Donc ça va carburer ce soir, n'est-ce pas? Alors, elle n'est pas là ce soir, mais pourtant j'aurais eu plaisir à la saluer. C'est Bévani Revati-Bénard, qui a eu pour directeur de thèse donc Vincent, et Revati a présenté une thèse qui est assez proche du thème qui est abordé ce soir, à savoir l'hydrothermalisme à la Réunion, approche géochimique et hydrochimique. Voilà. Et donc ce soir, il sera question du potentiel du Piton des Neiges, avec évidemment toutes les eaux chaudes qu'on y découvre. Certains ou certaines d'entre vous ont peut-être baigné dans les eaux à Sillaos. Il va en être évidemment question. Et puis, j'ai relevé aussi dans votre parade de présentation que vous aviez fait des études en prospection d'eau minérale dans le cirque de Sillaos pour Elena. Oui, le cirque de Sillaos, pour Elena. Donc voilà, nous avons devant nous un grand chercheur. Et ça coule de source, n'est-ce pas? Avec ça, vous mettez une pression énorme pour démarrer. Enfin, l'impression, oui. Donc, merci beaucoup. Merci à tous et toutes de venir m'inviter ce soir. Alors, je ne sais pas si vraiment vous avez fait le débat avec ce que je vais vous présenter, mais en tout cas, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer un petit peu les recherches que nous avons, en deux mots, les recherches que nous avons menées sur l'hydrothermalisme à La Réunion, en particulier sur le Piton des Neiges. Alors j'ai déjà été largement présenté, mais oui, j'aimerais insister sur le fait que ce dont je vais vous parler ce soir a été largement découvert. Je voulais... Ah oui, ça sera bien. Alors, je vais faire ça. Ouais. Ça vous conviendrait mieux comme ça? Ah oui, bon, très bien. Ok. Donc, moi, je tiens à vous dire que ce que je vais vous présenter ce soir a été largement, en grande partie découvert lors de la thèse de Valérie Bénard, qui est donc une étudiante réunionnaise qui avait tout son cursus universitaire à La Réunion, et qui est maintenant postdoctorante à l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Donc, elle poursuit son parcours dans la recherche à La Réunion. Alors, pour commencer, ce que je peux faire, c'est commencer à vous parler de ce qu'est un système hydrothermal. Qu'est-ce qu'on appelle un système hydrothermal? En fait, c'est la combinaison de plusieurs facteurs, parmi lesquels il faut tout d'abord, dans le sous-sol, une source de chaleur. Et cette source de chaleur, il peut y en avoir de plusieurs types. Ça peut être par exemple un magma qui est piégé dans les profondeurs. Ça peut être par exemple une roche solidifiée mais encore chaude. Ça peut être tout à fait aussi ce qu'on appelle le géotherme, c'est tout simplement la chaleur interne qui remonte depuis les profondeurs de la Terre.
Et évidemment, dans tout système hydrothermal, le principe commence par une source de chaleur. Ensuite, pour faire un système hydrothermal, que faut-il d'autre? Il faut un fluide. Alors, c'est-à-dire quelque chose qui va transporter cette chaleur. La plupart du temps, ça va être de l'eau. Mais vous verrez qu'on va se poser la question d'où vient cette eau. Ça peut être tout à fait de l'eau de pluie, ça peut être tout à fait de l'eau de mer, ça peut être de l'eau même qui est piégée dans des réservoirs depuis des centaines, voire des milliers d'années dans la roche. Ça peut être d'autres sortes de fluides, par exemple ça peut être du dioxyde de carbone, le CO2, dont on entend beaucoup parler pour les réchauffements climatiques. Ça peut être du soufre, ça peut être des résidus, des produits chlorés sous plusieurs formes. Bref, un fluide géothermal, ça va être un mélange de tous ces composés. Troisième chose qui est indispensable pour faire un système hydrothermal, c'est en fait un contenant. Et ce contenant, ça va être une roche. Et pour que la chaleur soit véhiculée, pour que le fluide circule dans cette roche, il faut que cette roche soit suffisamment poreuse, on dit plutôt en particulier suffisamment perméable, elle permet la circulation de l'eau, soit parce qu'il y a des vides dans cette roche, des trous, soit parce qu'il y a des fractures dans cette roche qui permettent la circulation de l'eau. Et vous voyez qu'en fait, un système hydrothermal, qu'est-ce que c'est? Ça va être, finalement, c'est ce qu'on appelle des cellules convectives, c'est-à-dire des zones où, perpétuellement, le fluide froid va rentrer vers la structure de chaleur, va être réchauffé à son contact et va remonter. Et ceci est régénéré de manière perpétuelle, ce qui fait ce qu'on appelle des cellules convectives. C'est un petit peu le même principe que la casserole d'eau bouillante. Elle est chauffée par la base, et forcément cette eau chaude a tendance à remonter et à être interagie avec de l'eau froide, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça que s'instaure dans une casserole les circulations d'eau. Bon, bah là on a le même principe, et c'est ça qu'on va appeler un système hydrothermal. Et évidemment, on va chercher à exploiter cette chaleur en recherchant finalement le fluide chaud. Alors, un petit rappel historique sur mon parcours et ce qui m'a amené à travailler sur l'hydrothermalisme. En fait, tout d'abord, comme a dit M. Bosquet, nous avons commencé à travailler avec Valérie Bénard, qui était alors jeune étudiante en master. Nous avons commencé à étudier les circulations d'eau thermale au Piton-Ménège, tout simplement parce que nous avions eu une commande de la part d'un industriel qui s'appelle Edena et qui voulait que nous prospections pour cette entreprise de l'eau minérale et si possible dans le cercle de Salazie. Donc ce que nous avons fait, et en fait il était connu de longue date, que les eaux minérales, les eaux de la Réunion sont des eaux qui sont thermales, c'est-à-dire qu'elles se minéralisent, elles se chargent en sel dissous, tout simplement au contact d'une source de chaleur, d'accord? Et c'est ça qui leur donne leur propriété. On y reviendra par la suite. Mais donc, on s'est rendu compte que finalement, il y avait beaucoup d'eau thermale au Piton-Ménège, et je me suis rendu compte que ces eaux thermales renfermaient énormément d'informations concernant l'histoire du volcanisme à La Réunion, et en particulier l'histoire du volcan qu'on appelle éteint, le Piton-Ménège. Alors, ensuite, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'étudier l'hydrothermalisme? C'est parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte tellement de nos jours, mais cet hydrothermalisme a une forte connotation sociétale à La Réunion, parce qu'elle est étroitement liée au développement, à la découverte et à l'occupation et au développement des cirques au 19e et au 20e siècle. En particulier avec le développement du thermalisme, puis de l'embouteillage, et maintenant on va y venir, l'embouteillage en particulier avec les eaux de Sillaos, et puis on va y venir peut-être vers la géothermie. Donc l'hydrothermalisme, c'est une notion, c'est un processus qui a vraiment plus qu'un intérêt fondamental, de recherche fondamentale, qui a un intérêt sociétal. Par ailleurs, l'hydrothermalisme présente aussi un fort intérêt pour le scientifique que je suis, pour le géologue que je suis, en fait, parce qu'il va nous permettre de retrouver des processus volcaniques, des processus qui se produisent à l'intérieur des volcans, et on va essayer de voir lesquels. En particulier, cet hydrothermalisme est un témoin d'une activité magmatique, soit actuelle, soit
très récent, dans le passé, mais très récent, puisque la source de chaleur est déjà là. Ça pose la question, bien sûr, de l'activité actuelle ou pas, ou récente, du Piton des Neiges. Si vous voulez, on pourra discuter dans les questions de l'âge de la dernière activité du Piton des Neiges. En fait, c'est une question prégnante et qu'on peut étudier via l'hydrothermalisme. Autre chose, l'hydrothermalisme enseigne énormément, ce sont des eaux qui circulent, donc ce sont des eaux qui voient tout, elles acquièrent une information chimique, et cette information, on peut s'en servir pour mieux comprendre, étudier l'architecture interne d'un volcan, c'est-à-dire toute la partie qu'on n'arrive pas à voir, finalement, qui est sous la surface, comment sont agencées les strates, les couches d'un volcan en profondeur, et bien ça, on peut l'étudier à travers l'hydrothermalisme, donc évidemment, pour un scientifique, ça présente un intérêt. Alors, en dernier lieu, j'essaierai de vous présenter, si on a le temps, peut-être ce sera optionnel, l'intérêt esthétique aussi que je trouve au thermalisme, au thermal en particulier, parce que vous allez voir, ce sont des choses qu'on voit dans les cirques, pour le randonneur courageux, ce sont des choses qu'on trouve dans les rivières qui sont particulièrement belles, que je trouve moi vraiment, personnellement, extrêmement esthétiques, et j'essaierai de vous montrer quelques photos, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Voilà. Alors, maintenant que cette introduction est terminée, peut-être qu'on peut commencer par rappeler l'historique du thermalisme à La Réunion et de l'exploitation, de l'utilisation de cette ressource. Alors, tout d'abord, commençons par le début, et ce début commence par le cirque de Mafat. En fait, tout simplement, Mafat, il paraîtrait une étymologie possible du cirque de Mafat, c'est qui pue, qui voudrait dire qui pue en malgache. Et il est probable, en tout cas c'est une explication possible, que le cirque de Mafat tire son nom de la source qui était exploitée au XIXe siècle. Dans le cirque de Mafat, on va voir un petit peu plus précisément, donc utilisé comme médicament, en tout cas. Voilà, donc c'était une eau qui était consommée. Alors, ici, je vais vous, donc, dans les quelques gravures qu'on voit, ce que vous voyez, c'est que l'établissement thermal, il n'était pas gigantesque, mais finalement, il est représenté, là c'est en 1870, il possédait quand même en fait, des infrastructures en dur, dans un millet qui a maintenant disparu, qu'on appelait millet Mafat. Alors, cette îlette, en fait, il a été implanté intégralement pour exploiter cette source. Alors, vous voyez qu'en fait, c'était des conditions particulièrement difficiles d'accès. En fait, il est situé sous le Bronchard. En fait, c'est un chemin qui est vraiment vertigineux. On emprunte actuellement depuis le Bronchard pour aller à la Nouvelle. On descend dans le lit de la rivière des Galets et on arrive à l'île de Mafat. Autrefois, il y avait un autre sentier d'accès qui a été depuis, qui a disparu tout simplement suite à des éboulements. La station thermale a été implantée en 1853, environ 1853, et on dénombrait en 1863 auberges qui hébergeaient justement les puristes. Alors, c'est intéressant de regarder les gravures de l'époque, parce qu'il y en a des très belles, et notamment très intéressantes, qui montrent vraiment l'emplacement de la prise d'eau, de la source elle-même, à l'endroit où elle sort. Et ce que vous voyez, c'est qu'il a été posé directement dans la roche des tuyaux à partir desquels on traite l'eau. Alors quand on fait un zoom sur cette installation qui est quand même assez sommaire, donc on voit les curistes boire à même la roche l'eau pour préserver ses vertus curatives. Et puis surtout, moi ce qui m'intéresse en tant que géologue, c'est qu'on voit dans la gravure cette espèce de fracture en biais, légèrement horizontale. Je vous en reparlerai tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle des cils, c'est-à-dire en fait ce sont des intrusions de magma qui s'insèrent, qui se propagent dans la roche, mais qui se propagent horizontalement, qui avancent horizontalement lorsque le magma s'insère. Bien sûr, une fois que le magma se refroidit, il reste une espèce de mur de roche solidifiée, de lave solidifiée, qu'on appelle justement le cil.
Et on va voir que c'est quelque chose de très systématique. La plupart des sources se trouvent le long d'intrusions de magma, et en particulier de cibles. Alors maintenant, avançons un petit peu dans le temps et parlons du déclin brutal de la source de Mafat. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un violent éboulement du Bronchard en 1908, puis une inondation en 1913, et les deux font complètement disparaître l'îlet. Alors, on ne déplore pas de mort pour cet éboulement, mais c'est complètement un miracle, étant donné que la station thermale, l'îlet, a été complètement ensevelie. Quand on descend dans le lit de la rivière des Galettes, à l'endroit des blocs là, qui sont représentés, on les voit très bien, ces espèces d'énormes blocs rocheux là, qui ont complètement enseveli l'îlet. On peut encore trouver des planches. Il y a de vagues traces, mais vraiment de travail, il faut vraiment les chercher, de cette îlet, sinon qui a complètement disparu. Alors de toute façon, cette îlet, elle était difficile d'accès, il n'y a pas eu de travaux parce qu'en fait, on s'est rendu compte de la dangerosité de l'endroit. Hein. Vous voyez, en fait, c'est compris entre deux parois qui sont vraiment abruptes et pas très stables du tout. Donc ça a signé la mort de l'exploitation de la source. Cette source, moi je l'ai longtemps cherchée, elle a complètement disparu à la suite du cyclone de 1948, qui a en fait relevé, qui a fait déposer des alluvions dans la zone et qui a complètement enseveli l'endroit où sortait l'eau thermale. Je vous montre une photo de l'emplacement en 2017. On voit encore l'énorme bloc qui est ici et derrière lequel on peut encore trouver les planches, juste à cet endroit-là. Vous voyez que c'est quand même un endroit qui est carrément austère. Franchement, je n'imaginerais pas m'installer ici et vivre à cet endroit-là, avec des parois suspendues tout autour, connaissant la propension du pilon nénel de s'ébouler. Vraiment, c'est pas un endroit salubre pour s'installer. Mais bref, voilà. En tout cas, l'îlet a disparu. Passons maintenant toujours à l'histoire des cirques, qui est fortement marquée par le thermalisme. Et le second à avoir été exploité, ce sont les thermes de Helbourg, avec la découverte, cette fois-ci en 1831, par des chasseurs de cabris, d'une seconde source juste dans le lit de la rivière du bras sec au niveau d'Helbourg, avec une source thermale qui, cette fois-ci, était franchement différente de la précédente, dans le sens où c'est une source avec ce qu'on appelle un faciès carbonaté. Pour dire les choses plus simplement, ce sont des eaux qui sont, cette fois-ci, très riches en CO2, et pas tant que ça en soufre. Donc, ce sont des eaux qui n'ont pas du tout une odeur de soufre, mais par contre, qui ont tendance le CO2 dissous a tendance à rendre l'eau acide, et cette eau acide a tendance à dissoudre la roche. Et du coup, on retrouve dans ce type de source carbonatée, on retrouve beaucoup de fer dissous, ce qui va donner des précipitations ocre, que je vous montrerai juste après, des précipitations de fer, et ce qui donne surtout un goût terrible de l'eau, comme on a l'impression de boire une soupe de goût. Toujours est-il que les curistes s'en servaient pour deux choses. D'une part, pour la boisson, pour des cures, et d'autre part, pour l'eau chaude, justement, bien qu'elle ne soit pas très chaude. On lit dans les rapports des températures de 31, 32, voire parfois 33 degrés, mais guère plus. Et à tel point que cette eau est en fait chauffée pour faire des bains et permettre aux curistes de s'immerger. Alors, le début de l'exploitation de cette source, des thermes de Helbourg, on en voit les traces à peu près en 1833, et c'est justement pour l'exploitation de ces thermes qu'on a réalisé une route carrossable qui donne maintenant l'actuelle route, qui passe par le Puy en l'air et qui arrive jusqu'au pont de l'Escalier. Alors en 1840, la route ne s'arrêtait au pont de l'Escalier et les curistes étaient transportés en chef apporteur jusqu'à l'endroit de la cure. Alors ici, donc, ce qu'on peut rapporter qui est intéressant, c'est que petit à petit, enfin même assez rapidement,
le cirque de Salazie a vu son essor grâce au thermalisme, avec en 1860 la construction d'un hôpital militaire, en 1900 le transport des puristes en camionnette Renault, en 1904, entre 1904 et 1930, la construction d'un hôtel, qu'on peut voir ici dans l'arrière-plan, et l'essor de l'établissement thermal. Donc ici, vous allez voir cette plateforme qui a été construite avec deux constructions. On la retrouve encore si on va se balader dans Salazie, dans la zone d'Elbourg et plus particulièrement d'Ilette et d'Ippec. On retrouve les ruines de cet établissement thermal avec encore les deux bâtiments qui sont clairement identifiés. Voilà, ça c'est par exemple le bâtiment du fond. Voilà, c'est ce bâtiment-là qu'on retrouve ici. Vous voyez qu'en fait c'était tout simplement une petite enceinte avec une grande baignoire. On voit encore les traces de la chaudière qui était utilisée pour réchauffer l'eau parce que celle-ci n'était pas assez chaude. Elle est devenue de moins en moins chaude au cours du temps et elle a commencé à péricliter. Donc finalement, vers 1939, les rapports montrent que la source se refroidissait nettement. Elle n'était plus qu'à 27 degrés. Et petit à petit, on a vu les termes péricliter. Le coup de grâce a été donné en 1943, avec là aussi des fortes pluies qui ont généré une coulée de boue dans le bras sec, et puis qui ont complètement enseveli les sources. Il y a eu des travaux de prospection pour essayer de creuser, de retrouver la source. On n'a jamais réellement retrouvé la source. Ça a été la fin du thermalisme de Salazie, la fin de l'hôtel des Thermes. Voilà, en fait, quelques photos, là aussi d'une chaudière dans l'établissement principal, qui était utilisée pour réchauffer l'eau avant la cure. Ici, vous voyez ce qui reste de la plateforme que je vous ai montrée. Il reste donc un pont qui est impraticable maintenant, parce qu'il est complètement détruit. Il reste de vagues installations qui témoignent en fait de ce passé plus glorieux. Troisième cirque, troisième source célèbre, donc les thermes de Sillaos cette fois-ci, avec toujours des eaux qui sont de type carbonaté, donc des eaux riches en dioxyde de carbone. Cette fois-ci avec une température qui est nettement supérieure, 32 degrés minimum, la plupart du temps 38 degrés, actuellement l'eau coule à 38 degrés. C'est une source qui a été découverte par Paulin Técher. Alors selon les sources, vous trouvez différentes dates pour la découverte, soit 1815, soit 1828. Mais toujours dit-il que on sait par qui elles ont été découvertes. Et dès 1833, on voit dans les textes des traces des premiers curistes. Vous voyez par exemple ici, en 1847, c'est une gravure qui a été réalisée en 1847 et qui déjà montre un établissement thermal qui est très bien développé dans le bras qui est juste sous le bras, qui est juste sous le plateau de Sillaos. Non, c'est pas le bras rouge. C'est le bras. C'est pas grave, ça me revient. Mais là aussi, la découverte de la source et l'établissement thermal est vraiment a participé énormément à l'essor de Sillaos. Puisque c'est pour cette raison qu'on établit de 1836 à 1854 la piste cavalière jusqu'à Sillaos, qui a été construite par un certain De Ferrière, qui était l'ingénieur des routes, qui a construit la route aux 400 virages. Et c'est en l'honneur de son nom qu'on a donné, c'est son nom qu'on a donné à une ravine qui s'appelle la ravine Ferrière, qui coule justement dans le bras rouge, juste à côté de Sillaos. Donc la construction du village date de 1842 et donc de cette époque en fait de construction de l'établissement thermal. Alors je vous montre quelques autres gravures. Voilà le pont qui 70, le premier hôtel thermal. En 1895, la construction d'un nouvel établissement thermal avec en particulier de nouvelles prospections qui ont été menées par un docteur qui s'intéressait énormément aux vertus curatives du thermalisme, le docteur Manès, qui va donner son nom à une source. Et là aussi,
des périodes en fait, de haut et de bas, et en particulier deux cyclones, deux épisodes cycloniques, toujours les mêmes, qui vont être dévastateurs, puisque en 1943 et 1948, on a la destruction totale de l'établissement par des crues. Le thermalisme est abandonné entre 1848 et 1855, jusqu'à ce que la ville de Cilaos mandate commande des prospections en 1955 pour essayer de réhabiliter le thermalisme. Et c'est à ce moment-là qu'on trouve trois nouvelles sources qu'on va nommer la source Irénée, la source Véronique et la source Manès, sources qui sont toujours exploitées à l'heure actuelle. Je vais vous les montrer d'ici une minute. En 1900, alors il faut attendre, cela dit, la labellisation de l'établissement thermal et l'établissement, enfin, la mise aux normes du thermalisme à Cilaos a pris très longtemps, parce qu'en fait il faut attendre 1987 pour avoir des thermes qui accueillent à nouveau du public avec le captage Irénée sur le plateau de Cilaos. En fait, c'est tout simplement une pompe qui va prélever l'eau qui coule dans le lit de la rivière et qui remonte l'eau chaude jusqu'à le lieu actuel de l'établissement thermal. Et il faut attendre 1999 pour voir l'embouteillage des eaux de Cilaos, tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, et qui en exploite deux sources, qui exploite la source Véronique, tandis que la source Irénée, qui est la plus chaude, 38 degrés, est réservée justement au thermalisme lui-même. On appelle le thermoludisme, c'est-à-dire l'activité justement de bain. Voici l'établissement thermal, l'hôtel des thermes tels qu'on connaît en 1950. On en trouve encore quand vous allez vous balader à Cilaos, on trouve les ruines. Vous voyez bien qu'en amont de Cilaos, on le voit très bien, cet établissement, il est magnifique, tout le monde se demande pourquoi il est fermé. Mais voilà, c'était l'hôtel des thermes. Voilà maintenant une petite carte postale qui vante les propriétés des cures thermales. Donc c'est un établissement qui a besoin actuellement de rénovation, et on va dire que l'essentiel de l'activité du thermalisme à Cilaos, c'est maintenant l'embouteillage qui lui est complètement florissant. Alors ici, je vous montre deux des trois sources. Donc ici vous pouvez voir Babette Bénard, justement, qui travaille pour sa thèse, avec deux des trois sources. Ici vous avez la source du docteur Manès, ici vous avez la source Véronique, et juste derrière il y a la source Irénée qui est utilisée pour le thermolydisme. Alors vous pouvez remarquer, c'est ça qui est étonnant, c'est que ces trois sources, elles sont prélevées à quelques mètres les unes des autres. Ici, ce sont des cloches qui ont été installées justement pour les préserver du contact avec l'air, de manière à éviter toute contamination, et à faire en sorte que le thermalisme et l'établissement thermal soient aux normes. Et vous constatez que ces deux sources, bien prélevées à quelques mètres d'écart, sont radicalement différentes dans leur composition chimique, puisqu'il y en a une en fait, qui est la source Véronique, qui est très chargée en CO2, et qui donc dissout la roche et se retrouve chargée aussi en fer, donc d'où la couleur rouge, tandis que la source Manès est beaucoup moins chargée en CO2, et donc ne présente pas de dépôt ocre d'oxyde de fer. Alors ici, je peux vous montrer un petit film qui illustre le jaillissement de la source Véronique. Vous allez voir, c'est assez... Donc ça jaillit vraiment fort, et surtout, vous allez pouvoir brûler énormément la source. Ce qui témoigne du fait que l'eau est extrêmement chargée en gaz carbonique, et au contact de l'air, ce gaz carbonique s'échappe de l'eau. Passons maintenant aux questions scientifiques qu'on peut se poser sur ces sources thermales. D'abord, une première question qui est particulièrement importante concerne l'origine de la source de chaleur. S'agit-il en particulier d'un
d'un ancien magma qui s'est solidifié, qui continue à se refroidir au cours des temps, hein, qui garde une chaleur résiduelle, ou bien peut-on imaginer, par exemple, qu'il y a une petite part de magma encore actif, actuel, sous le piton des neiges? Ça, c'est une première question. Et dans ces cas-là, cette source de chaleur ou ce magma, à quelle profondeur peuvent-ils se situer? D'autre part, la question qu'on va se poser, hein, et qu'on s'est posée lors de la thèse de Pavani-Bédard, c'est quelle est l'origine des fluides? On est sur une île. S'agit-il d'eau de mer ou s'agit-il de pluie? La question est importante dans l'hypothèse d'une exploitation future, parce que si c'est de l'eau de mer, le réservoir d'eau est quasiment infini, tandis que s'il s'agit de pluie, il va falloir une gestion, tout comme l'eau de boisson qu'on utilise couramment. Ensuite, quelle va être la température et la profondeur de circulation de cette eau? Est-ce qu'elle est juste sous nos pieds ou est-ce qu'il faut aller la chercher très très profond pour pouvoir l'exploiter? Et enfin, quel est le trajet dans le massif du Piton des Neiges, dans le massif volcanique? S'agit-il d'une circulation dans les pores de la roche ou s'agit-il d'une circulation uniquement dans des fractures, ce qui rendrait beaucoup plus difficile la recherche d'une telle eau? Alors, pour commencer, ce que nous avons réalisé, ce que Pavani-Bédard a réalisé pendant sa thèse, hein, c'est d'avoir une connaissance beaucoup plus systématique des endroits où on trouvait des indicateurs d'hydrothermalisme, et en particulier des indicateurs de surface. Et finalement, quand on se balade sur le terrain, on en trouve énormément de ces indicateurs, dans les cercles principalement. Vous allez voir, je vous montrerai une carte de répartition après. Mais ces indicateurs, ça commence par ce qu'on appelle des fumerolles sèches. C'est-à-dire qu'on a des traces de remontée de fluide, mais ce fluide est sous forme gazeuse et en fait dépose des minéraux directement par sublimation, hein, ce qu'on appelle des sublimats, depuis les profondeurs. Et vous voyez ici par exemple des couleurs ocre dans la paroi. Ici on est dans la rivière du Mas dans Salazie. Dans la paroi, on voit directement ces couleurs ocre qui sont ces fumerolles sèches. Alors, quelque chose qui est tout à fait notable, peut-être que ça vous est arrivé, quand on se balade dans le cirque de Salazie, il y a des endroits, notamment dans le lit de la rivière, où on sent une forte odeur de pétard. En fait, c'est une odeur soufrée, vraiment une odeur de pétard. Et cette odeur est due à ces fumerolles sèches qu'on voit encore à l'heure actuelle. Ces fumerolles sèches sont associées à des dépôts de soufre, d'où le. Alors, il n'y a pas un endroit où on trouve ce genre de coulure ocre, hein, par exemple ici. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez vraiment une intrusion magmatique. Ici, on voit le cheminement du magma. C'est du magma qui s'est inséré dans une fracture dans la roche. Et vous voyez que finalement, ce magma s'est solidifié, mais le petit intervalle qu'il y a entre le magma solidifié et la roche encaissante, la roche qui entoure, ce petit intervalle est largement suffisant pour laisser échapper des fuites, d'accord? Et ces fuites déposent des sulfures sous forme de coulure ocre qu'on peut voir ici, dans le lit des rivières. Ici, on peut même voir des minéraux qu'on appelle la pyrite, c'est un minéral qu'on appelle la pyrite, qui est directement un sulfure de fer et qui est déposé par cette activité, par ces fumerolles sèches. Parmi les autres indices qu'on peut répertorier de surface, il y en a qui sont très jolis aussi, ce sont des compressions fossiles, c'est-à-dire que ces sources thermales, elles sont riches en CO2. Le CO2, quand il arrive dans l'atmosphère, souvent interagit avec le calcium dans la roche ou dans l'eau et se forme du carbonate de calcium, ce qu'on appelle nous le calcaire ou même le tartre, d'accord? Et ça dépose suffisamment de calcaire pour encrouter même la végétation. Donc là, c'est vraiment incroyable parce que la végétation est complètement fossilisée. Ce sont des plantes qui sont continuellement, finalement, en concurrence avec l'encroutement. Elles poussent, et chaque fois qu'elles poussent, elles sont recouvertes de calcaire, elles continuent à pousser, elles sont recouvertes, etc. Et on retrouve des choses qui ressemblent à des espèces de stalactites, qui sont en fait des racines
de plantes qui ont été complètement recouvertes par les encroûtements de calcaire. C'est vraiment impressionnant. J'aurais aimé vous en emmener pour vous montrer parce que ça fait des petites stalactites. Voilà, donc là c'est un zoom, on voit les espèces de stalactites qui sont directement liées. Un très bel indice d'activité hydrothermale quand on se balade. Alors regardez, j'ai quelques photos que je trouve assez jolies. Hein. Là ici on peut voir carrément une stalactite avec les dépôts ocre qui sont juste à côté. Et ça, on voit des très belles couleurs comme ça qui sont directement dans l'île des rivières. Là ici vous avez une espèce de boue ocre rouge qui est très très importante, hein. Ça fait ça d'épaisseur, et c'est déposé tout simplement dans le lit de la rivière du Mar par une source thermale. On a justement nommé en l'honneur d'Edena, on a nommé la source qu'on a découvert lors de notre inspection, hein, et qu'on a nommé en l'honneur d'Edena la source de l'Éden. Alors les sources thermales, hein, leur particularité, qu'est-ce que c'est? C'est qu'elles présentent toujours au moins un des critères suivants: une température qui est plus élevée que l'eau de la rivière et surtout plus élevée que l'air, une caractéristique la plupart du temps légèrement acide, une très forte minéralisation, hein, qui a énormément de sel dissous, et puis on trouve toujours ces traces de boue rouge, ces concrétions et cette odeur, la plupart du temps cette odeur d'œuf. Voilà d'autres exemples de ces sources thermales. Ici vous voyez cette boue rouge qui est vraiment caractéristique, hein, c'est dépôt d'oxyde de fer. Indicateur au début de la thèse de Bavani-Bénard, et voici des indicateurs après notre inspection. Hein. Voilà toutes les sources qu'on a pu répertorier au Piton des Neiges. Et ce qu'on constate, c'est deux choses qui sont très importantes. La première, c'est que finalement, ces sources sont alignées le long d'un axe qui est presque nord-sud, hein, nord-nord-est, sud-sud-ouest, et qui constitue en fait l'axe principal de volcanisme du Piton des Neiges qu'on retrouve aussi dans la roche. Cet axe, c'est vraiment l'axe préférentiel des intrusions de magma au Piton des Neiges durant sa vie. Alors il y a quelque chose d'intéressant à regarder, hein, c'est la répartition ici. Vous avez trois couleurs d'indices. En rouge, ce sont les sources thermales, et en jaune, par exemple, ce sont les indicateurs de fumerolles sèches. Et ce qu'on peut constater, hein, c'est qu'ici, dans les années 1980-1985, il y a eu des forages, justement, dans le cirque de Salazie, à vocation de prospection géothermique. L'idée, hein, c'était de trouver de l'eau chaude dans le cirque pour exploiter ce thermalisme. Alors, ce qui est très marrant, enfin, intéressant de remarquer, c'est que pour des raisons de logistique, tout simplement de route, il fallait faire passer des engins. Donc ils ont amené les engins jusqu'à Maravieille Place pour faire leur forage, et ils ont amené des engins un peu plus petits jusqu'au pont de la rivière des Gorgons qui est ici. Hein. Je vais revenir sur la diapositive précédente, et en fait ce qu'on constate, hein, c'est que ce sont des forages qui ont été faits dans cette zone-là. Vous constatez que finalement il y a très peu de sources thermales à cet endroit-là, il y a surtout des fumerolles sèches. Et malheureusement, ces forages de géothermie ont trouvé toute la chaleur qu'il faut. Ils trouvaient plein de chaleur, il faisait très chaud au fond du forage, mais il n'y avait pas d'eau. Et bien, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils étaient dans une zone où la chaleur existe, mais l'eau n'est pas là, comme en témoignent les indicateurs de surface. Donc, juste avec les indicateurs de surface, on pouvait prédire qu'ils trouvaient un prix. En tout cas, ils ne trouveraient pas l'eau chaude qu'ils espéraient. Alors, maintenant, quand on a fait ces prospections de sources thermales, ce qu'on a réalisé à chaque fois, ce sont des prélèvements. Chaque fois qu'on pouvait, on a réalisé des prélèvements d'eau, parfois des prélèvements de gaz, systématiquement des mesures de température, et parfois de ce qu'on appelle la conductivité électrique, c'est-à-dire la manière dont le courant peut passer dans l'eau, et qui est directement proportionnelle à la minéralisation de cette eau. Donc en fait, quand l'eau est très minérale, elle va avoir une conductivité qui va être élevée, et ce qui permet justement de mesurer cette minéralisation. Et ce qu'on constate, c'est que l'essentiel des sources thermales
les plus chaudes, ça va être celles qui vont avoir la couleur ici de point le plus rouge possible, et les sources les plus minéralisées sont celles qui vont avoir la taille de point la plus grande, sont surtout situées vraiment du côté du cercle de Sillaus. Donc on a une asymétrie. Des deux côtés, dans les deux cercles, on retrouve des sources thermales, mais elles ont l'air nettement plus chaudes du côté Sillaus que du côté Salasis. Alors, maintenant, la deuxième question qui nous intéresse, hein, c'est à quoi sont associées ces sources thermales. Et c'est vraiment un critère qui est systématique, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Elles sont associées à ce que j'ai appelé tout à l'heure des cils, c'est-à-dire ces intrusions de magma. Vous voyez, ici la photo est complètement caractéristique. Hein. Il s'agit de fractures dans la roche qui ont été injectées, dans lesquelles le magma s'est injecté. Ce magma s'est ensuite refroidi, ça donne ce genre d'espèce de structure tabulaire ici. Et vous voyez que ces structures tabulaires sont pleines de couleur ocre. Il y a une relation directe entre ces structures tabulaires et ces cils et les indices de présence hydrothermale. On sait, par l'analyse chimique, par les datations, etc., que ces structures, ces cils sont directement le produit de la fin d'activité du pilon des neiges dans à peu près les derniers 60 000 ans de vie de ce volcan. Donc là aussi, on peut très bien situer, on peut très bien nommer la source de chaleur. On sait que ce sont les roches associées à cette fin d'activité. Ici, je vous montre une deuxième photo. Ça coule fort, l'eau est bleu turquoise, c'est un endroit qui est assez idyllique, si ce n'est qu'il est dangereux. Voilà donc les prélèvements, et tout ça sont liés à la dernière activité. Ça pose la question, bien sûr, de la fin de vie du pilon des neiges. Est-il réellement en fin de vie? Ici, je vous montre une carte de sismicité qui a été réalisée par l'Observatoire volcanologique du pilon des neiges. C'est une carte qui est maintenant ancienne, puisqu'elle date de 2017, mais maintenant on a plus de séismes, mais le résultat reste vraiment identique. Alors, la représentation graphique est la suivante. Ici, vous reconnaissez la Réunion avec une carte, et ici, vous avez une coupe qui a été réalisée le long de cet axe-là, donc A', B', ici, la coupe qui est ici. Et là, ici, vous avez une coupe qui représente une coupe de la Réunion à travers cet axe-là. Qu'est-ce qu'on constate quand on regarde dans cette direction en coupe? C'est que les séismes partent d'une zone profonde qui est située à peu près à 20 km de profondeur, donc dans l'écorce terrestre, et qui se sépare en deux branches. Une branche vers le piton de la fournaise qui est ici, qui est le volcan actif, et une branche vers le piton des neiges. Donc il y a des séismes sous le piton des neiges. Plus particulièrement, si on regarde dans le détail, c'est sous la roche écrite. Il y a de la sismicité sous la roche écrite. Alors, ce qu'on constate quand même, il faut être précis, ce qu'on constate, c'est que cette sismicité s'arrête à peu près 5 km de profondeur, ce qui correspond à la base de l'édifice piton des neiges qui est construit sur la côte océanique. Donc ça ne va pas, la sismicité ne va pas jusque dans l'édifice, jusque dans le bâti de la Réunion, elle s'arrête en dessous. D'accord ? Alors maintenant, de là à penser à que la sismicité soit un témoignage, un témoin de l'activité magmatique, on n'en est pas certain, mais il faut quand même l'analogie est suffisamment forte entre le piton de la fournaise et le piton des neiges pour supposer justement que cette activité sismique témoigne aussi d'une activité magmatique résiduelle sous le piton des neiges, mais alors attention, située encore dans l'écorce terrestre, pas dans le massif de la Réunion. Voilà, mais ça suggère que le piton des neiges était encore actif très très récemment. Je ne sais plus ce que je voulais dire sur cette carte-là. Passons maintenant à l'origine de l'eau des fluides hydrothermaux. Alors là, c'est peut-être un graphique qui n'a pas grand intérêt. Je peux juste vous dire que ce qu'on analyse là-dedans, c'est la composition en isotopes de l'oxygène et de l'hydrogène dans l'eau. Vous savez que l'eau est constituée essentiellement d'hydrogène et d'oxygène, et que ces atomes ont plusieurs isotopes.
Ce sont des atomes qui n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Et ces caractéristiques isotopiques, justement, sont utilisées pour savoir d'où vient l'eau. Et on arrive très bien à reconnaître une eau de pluie et à faire la différence entre une eau de pluie, par exemple, et une eau de mer, ou une eau qui est restée longtemps dans la roche. Et ce qu'on constate ici avec cette comparaison, c'est que la pluie, ce sont les points bleus. Les sources thermales, ce sont les points rouges. Les eaux froides, on va dire, qui sont exploitées pour l'eau de boisson, ce sont les triangles verts ici. Et ce qu'on peut dire de ça, c'est que tous les points sont à peu près alignés sur une droite, et que cette droite témoigne de manière certaine que ces fluides hydrothermaux, ce sont des eaux de pluie. C'est pas de la mer, c'est pas de l'eau de mer, ce sont vraiment des eaux de pluie. Donc ça, c'est un résultat qui est important, parce que ça veut dire que la ressource va être dépendante de la pluviométrie, tout comme c'est le cas pour notre eau de boisson. L'autre chose, mais peut-être que je vais passer parce que je suis long, j'ai l'impression que le temps file. L'autre chose, c'est que la composition de ces eaux est parfaitement stable dans le temps. Donc ça veut dire que ce sont des eaux qui restent dans le massif du Piton des Neiges très longtemps. On estime un minimum de 20 ans, et plus probablement 50 à 100 ans, entre leur infiltration en tant qu'eau de pluie dans le Piton des Neiges et la ressortie sous forme d'eau thermale. Peut-être aussi que je vais passer cette diapositive, c'est tout simplement que ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines sources ont une très légère contamination d'eau de mer qu'on arrive à quantifier, ce qui nous permet de dire que le réservoir hydrothermal il est situé au-dessus du niveau de la mer, mais qui doit être juste affleurant, juste au-dessus du niveau de la mer, ce qui fait que les sources les plus profondes, les chemins de flux les plus profonds, effleurent cette eau de mer, ce qui nous permet de localiser la profondeur de la source à peu près au niveau de la mer, sachant que par exemple dans Sillaos ou dans Salazie, c'est exploité à peu près à 1000 mètres d'altitude, c'est-à-dire que les forages, si on veut atteindre le fluide chaud, il faudrait à peu près 1000 mètres de profondeur, ce qui représente une profondeur faible pour des forages. Bon, voilà le modèle tel qu'on l'a établi. Peut-être qu'il a été un petit peu compliqué, il résume ce que je vous ai dit. Je voudrais terminer simplement par un bilan des énergies qui sont consommées à La Réunion et la part possible de la géothermie. Alors pour ça, il faut savoir que ici, c'est un bilan, c'est le bilan 2019 de l'Observatoire des énergies à La Réunion, et qui dit que la production électrique de La Réunion correspond en fait à 46% des émissions de CO2 de l'île. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, presque près de 70% de notre électricité provient d'énergie fossile. Essentiellement, ici, le charbon, les huiles, donc 60% de l'énergie, c'est du charbon ou du pétrole, voilà, du fioul lourd. Ça, il faut le savoir, donc on importe 70% de notre électricité. Le reste, les 30% restants, c'est ce que pudiquement on appelle des énergies renouvelables. Et parmi ces énergies renouvelables, il faut regarder le détail. Et quand vous regardez le détail, il y a une toute petite partie qui est le bioéthanol, fait à partir de la canne à sucre. Une partie qui est un peu plus importante, qui est constituée par la bagasse. En fait, une fois que les cannes ont été broyées, la fibre de canne est utilisée pour produire de la chaleur et de l'énergie. Ça, c'est parfaitement renouvelable. Les autres énergies, comme l'éolien en particulier, et le biogaz dans une moindre mesure, constituent aussi une part non négligeable des énergies renouvelables. Mais dans ces 30%, qui pèsent déjà pas loin, on met aussi en... Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème dont je dois vous parler, c'est qu'il existe un risque modéré, mais réel, de sismicité induite. C'est-à-dire que lorsque l'eau elle est sous pression, lorsqu'on la pompe, forcément ça induit une baisse de pression dans la roche. Cette baisse de pression peut se traduire par une fracturation de la roche, donc de la sismicité. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, en Suisse, on a déjà eu de la sismicité induite par la géothermie avec des séismes jusqu'à des magnitudes 3. Alors, magnitude 3, ça ne détruit rien. Par contre, c'est très largement perceptible par la population et ça se comprend.
largement suffisant pour inquiéter la population. Donc il faut avoir conscience de ce risque, de cette sismicité induite. Elle est rare, mais elle existe. L'autre problème de la géothermie, en fait, qui n'est pas intrinsèque à la géothermie, qui est vrai pour toutes les énergies renouvelables, c'est que ça va être une énergie qui, en petite quantité et localisée, ça va poser le problème de raccord au réseau de cette production d'énergie, surtout si, par exemple, on l'installe dans les cirques ou dans des endroits qui sont difficiles d'accès. Et puis enfin, il y a une petite pollution visuelle, mais là, pour le coup, je dirais que la pollution visuelle liée à une centrale de géothermie est très inférieure à celle d'un champ d'éolienne et très inférieure à celle d'un parc de solaire. Tout dépend, et c'est ça qui est un enjeu crucial, de où on la met. Il y a eu dans le passé un projet d'installation, enfin de forage de géothermie dans la plaine des Sables. Clairement, c'est actuellement dans la prise du parc national de la Réunion, il n'est pas question d'installer une centrale dans le futur à cet endroit-là. Mais il est tout à fait possible d'envisager la géothermie, tenant compte justement de ces contraintes environnementales et de l'emprise du parc national de la Réunion à l'heure actuelle. Pour terminer, les possibilités de géothermie à La Réunion, hein, si je peux résumer, donc ça c'est une étude qui a été commandée par l'ADEME, et finalement on trouve 3 zones d'intérêt particulier pour la géothermie, donc bien sûr le cirque de Salazie, on l'avait vu, bien sûr le cirque de Sillaos, c'est l'endroit que nous privilégions puisque c'est là qu'on a trouvé les flux les plus chauds. Il y a un endroit qui présente un intérêt moindre du point de vue géologique, mais supérieur du point de vue logistique, c'est la zone de la plaine des Cafres et la plaine des Palmistes, tout simplement parce qu'il y a une ressource qui est peut-être plus profonde, peut-être moins importante, mais avec un énorme avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus facile d'accès avec des routes suffisamment grandes pour faire passer les engins d'une part, et d'autre part pour implanter une centrale géothermique qui a tout le foncier nécessaire, ce qui est beaucoup plus difficilement le cas dans les cirques. Donc voilà les 3 zones qui sont pressenties pour une géothermie future, s'il devait y en avoir une, ce sont celles-ci. Voilà, donc je vais conclure sur mon exposé avec les messages que je voulais vous faire passer. Le premier message, c'est que les sources thermales font intégralement partie de l'histoire des cirques et ont façonné leur développement jusqu'au milieu du XXe siècle, et même jusqu'au XXIe siècle pour le cirque de Sillaos. Il faut savoir que la richesse de Sillaos est en grande partie due justement à son usine d'embouteillage, de Sillaos. D'autre part, l'hydrothermalisme est un témoin d'une activité qui est très récente du Pinon des Neiges, voire même très très récente, subactuelle, puisque je vous ai montré des indices à travers la sismicité d'activité résiduelle du Pinon des Neiges. D'autre part, ce qui est important de se rappeler, c'est que nos besoins énergétiques ne cessent de croître et dépendent principalement des énergies fossiles. Donc, toute autre énergie qu'on pourra trouver à La Réunion permettra d'amoindrir justement cette part des énergies fossiles. Et donc c'est pour cette raison que je pense que personnellement, à titre de scientifique et de citoyen, que la géothermie mérite complètement d'entrer dans le mix des énergies réellement renouvelables de La Réunion. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Et je vous montrer après les photos de ce terminal. J'ai été long, je suis désolé. Soirée que vous ne regretterez pas. Vincent nous a fait le tour vraiment du thermalisme à La Réunion, extraordinaire. Alors, évidemment, maintenant, les échanges. Qui veut poser la première question? C'est toujours le problème. Oui, allez, Nicole. Qui est cette Véronique qui a donné son nom à une source à Sillaos? Je vous avoue que je ne sais pas. Ouais, je ne peux pas vous dire. Mais alors, parfois, les noms sont piégeants, parce que la source irénée, c'était un homme. C'était le maire de Sillaos. Il y a quand même un élément qui me semble manquer sur le dernier sujet, sur la fourniture d'énergie électrique.
aucun intérêt. Des rues qui ne sont plus fréquentées après 18 heures, des petits quartiers en fin de route où, à part les habitants du coin, il n'y a rien, et ils sont couchés à 22h, 21h, et à 19h, ils ne circulent plus dans leur famille. Un élément important aussi pour justifier la baisse de ces éclairages publics, c'est qu'il a été démontré que ça avait une influence certaine sur la santé humaine, même sur la biodiversité, sur la biodiversité en général. Voilà. Donc je crois qu'il faudrait en même temps travailler sur ces sujets. C'est une rondelle du saucisson que bien souvent on oublie, qui est très important, et qui, je pense, aiderait beaucoup les élus à prendre des décisions qui seraient peut-être un peu moins électoralistes. On demande un poteau, une lampe, ben on le met parce que c'est peut-être une voie que l'on garde ou que l'on gagne. Mais si à côté de ça, il y avait l'explication de fond sur tout ce que cela va rapporter, non seulement financier, mais sur la santé, etc., l'économie, je crois que ça devrait être couplé avec justement cette étude sur l'énergie naturelle. Moi je suis entièrement d'accord avec vous, ce graphique est édifiant quand même. Alors regardez, entre 2000, il y a quand même pas si longtemps, on était à peu près 900 kilotonnes d'équivalent pétrole, c'est-à-dire l'énergie consommée en équivalent pétrole, et puis en 2019, donc déjà il y a 2 ans, on était à 1500 tonnes. Donc l'augmentation est fulgurante. Si on arrivait ne serait-ce qu'à amortir l'augmentation, qu'à l'arrêter, qu'à stagner, ce serait déjà énorme. Mais pour l'instant, c'est sûr que notre consommation, notre commandise en énergie, elle ne fait qu'augmenter. Oui, Nicole. Oui, allez, 3 personnes. J'ai encore une question dans les inconvénients. Vous avez montré dans l'historique que ce soit pour ma femme, si la hausse elle existe, il y a eu des catastrophes. Je pense que là où il y a des fluides hydrothermaux, la roche elle est altérée et elle est plus fragile, et je pense que quand on installe une centrale géothermique, les canalisations risquent de se casser. Enfin, il me semble que c'est dans des endroits qui sont fragiles. Oui, alors, donc, la roche elle est altérée, mais ce n'est pas dû aux circulations hydrothermales, c'est dû au fait qu'à l'intérieur des cirques, principalement, on va vers le cœur du volcan. Et dans ce cœur du volcan, on trouve des roches anciennes qui sont de toute manière qui sont vraiment altérées, même en l'absence d'activité hydrothermale. Mais vous avez tout à fait raison, ça c'est un risque aussi qui pèse sur un établissement thermal. Je crois que l'enseignement qu'on peut tirer, c'est que tout établissement qui est construit dans le lit d'une rivière est voué à être détruit tôt ou tard. Donc, si on construit, par exemple, une centrale géothermique à Sillaos, par exemple, il faudrait directement faire un forage qui ne parte pas du fond de la rivière, mais qui part du plateau lui-même de Sillaos. Ça rajoute 200 mètres d'épaisseur de forage. Peut-être on peut éventuellement faire un forage incliné, c'est tout à fait juste, mais il faut absolument éviter ces zones qui sont dangereuses, puisque ça risque de détruire les installations. Vous avez tout à fait raison. On commence par les dames, peut-être. Aurore, vas-y. Oui, moi je pose la question suivante. On s'est rendu compte que certaines sources avaient en température baissée de façon drastique. Si on fait un forage à cet endroit-là et une usine, et que 10 ans après la température a vraiment baissé, ça risque de poser des vrais problèmes aux investisseurs. Je suis entièrement d'accord aussi. Donc là, vous touchez à un point qui est crucial dans un projet de géothermie. Il faut d'abord, avant l'exploitation du forage, évaluer la ressource. Donc pour ça, on a des moyens d'évaluer la ressource, notamment en faisant des pompages d'essai, par exemple, en mesurant la baisse de température dans les pompages d'essai. Ça nous permet de savoir jusqu'à quel point on peut pomper sans altérer la ressource. Et c'est ça qui va directement conditionner la quantité En fait, c'est un des paramètres principaux de la production d'une centrale géothermique. C'est à quelle quantité on peut pomper.
L'autre paramètre qui est absolument indispensable, c'est la température de l'eau. Et c'est avec ces deux paramètres-là qu'on définit la quantité de production d'énergie d'une centrale. Et malheureusement, c'est ça, c'est un des gros points négatifs dont je vous parlais, c'est que ça veut dire qu'on ne connaît la ressource qu'une fois qu'on a fait le forage. Ce qui fait peser un gros risque économique sur les investisseurs, c'est tout le problème de la géothermie, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien, mais personne ne veut payer pour prendre le risque. Voilà. Il y a quelques années, Paul Vergès en parlait déjà de la géothermie. Bien sûr. Alors, première question, est-ce qu'il y a eu des études de fait jusqu'à maintenant? Bon, pour parler du prix, vous savez, quand on compare la boucle électorale au potentiel de la parole, Le président est convaincu. est-ce que nos études d'aujourd'hui pensent à ça? Alors, si je fais une petite historique. Ça ne va pas coûter plus cher que la boucle électorale. Voilà, l'historique est la suivante. Sous la présidence de Didier Robert, un des arguments de campagne de Didier Robert, c'était justement qu'il avait un peu instrumentalisé la géothermie à la plaine des Sables. Le projet était de faire un forage exploratoire à la plaine des Sables. Il était financé. Mais en revanche, il y a eu une levée de bouclier des écologistes qui craignaient que le forage exploratoire se transforme en centrale. Ce risque était réel et le projet, à mon avis, était mal conçu. Mais un des arguments de campagne de Didier Robert a été que justement, sous cette présidence, il n'y aurait pas de géothermie à La Réunion. Alors que c'était un projet de VRS. Donc en fait, ça a tué la géothermie pendant toute la présidence de Didier Robert à La Réunion. Alors c'est pas complètement vrai, parce que d'une part, des entreprises privées se sont intéressées à la géothermie. Il y en a une qui est suffisamment courageuse pour être citée, c'est IQO Indian Ocean, qui a demandé un permis de recherche dans la zone justement de Salazie et Sillaos, permis qui a permis de financer en partie la thèse de Baveny-Lénard dont je vous parle actuellement. Donc ce sont des initiatives privées. La région n'accompagne que très peu ce genre d'initiative. C'est en train de bouger à l'heure actuelle, puisqu'il y a une reprise des prospections géothermiques, notamment dans la plaine des Cafres, en ce moment. Mais ce sont des études en cours, donc je préfère ne pas vous parler pour le moment. Dans les inconvénients pour l'exploitation géothermique, il me semble qu'il y a l'agressivité de l'eau vis-à-vis des canalisations. Pas plus que l'établissement thermal actuel. L'eau est en fait très peu agressive. C'est une eau qui est légèrement acide puisqu'c'est une eau carbonatée, donc avec du dioxyde de carbone dissous. Mais globalement, ce qui va se passer, c'est que si vous faites baisser la pression dans les canalisations, ça va plutôt avoir tendance à déposer du calcaire, ce qui est plutôt à les enfronter, à les boucher. Il y a un moyen très simple d'éviter ça, c'est de les maintenir sous pression. Tant qu'on ne les exploite pas, et ça on fait ça très bien, c'est ce que fait l'établissement thermal actuel, c'est ce que fait l'usine d'embouteillage de Sillaos. J'imagine que de temps en temps ils doivent remplacer quelques canalisations, mais globalement il n'y a absolument aucun problème d'agressivité. Alors je précise quand même que c'est une situation spécifique à La Réunion, parce que vous avez tout à fait raison, dans par exemple les massifs granitiques, les eaux chaudes des massifs granitiques sont beaucoup plus agressives et peuvent éventuellement corroder. C'est pas tellement les canalisations, c'est surtout les pompes. Le fait de devoir changer les pompes très régulièrement parce qu'elles se corrodent, ce qui occasionne un coût qui est non négligeable. Mais ça ne serait pas tellement le cas pour les eaux de La Réunion. Oui. La valeur médicale de l'eau de Sillaos. Écoutez, Paul Pécher était convaincu de la valeur médicale des eaux de Sillaos. Moi, là-dessus, je ne peux rien vous dire. Boisson, je parle. Comme boisson, je n'en sais rien, justement. Je ne peux pas vous dire. Peut-être qu'elle est faite surtout placebo, j'en sais rien. Il y a toujours des types que les curistes se sont trouvés vieux, donc c'est que ça fonctionnait d'une certaine manière, que ce soit placebo ou réel. Mais là, vraiment, vous sortez du champ de compétences. Vas-y, Gaëtan. Oui, j'aurais deux points que je voudrais signaler.
ce qui est très frappant, et d'ailleurs vous l'avez dit vous-même, au moment on fait des études avec des cas qu'on n'en parle pas. Et ça, je trouve que c'est très dommageable. C'est très dommageable puisque la population a le droit d'être informée. On doit lui présenter aussi les impacts potentiels, les risques, les impacts, les avantages. Donc, il doit y avoir de l'information publique. Et ça, c'est vraiment problématique à la Réunion. Ça, c'est le premier point. La géothermie, souvent, le problème se pose. Et deuxième point, ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a pas du tout l'aspect énergie des mers. Alors qu'on est entouré d'eau. Donc il y a un potentiel aussi là-dessus. Et à un moment donné, on en parlait. On parlait même de climatisation à partir de l'océan. Je crois que pour l'aéroport de Saint-Denis, ça s'est fait. C'était en projet. Nous, on a même étudié un projet de clim de l'hôpital. Plus de nouvelles, hein, il y a eu des constatations publiques et puis hop, disparu, on ne sait rien. Tout est comme ça. Donc il y a vraiment un gros problème à la Réunion au niveau politique. Bon, là, peut-être que je peux quand même un petit peu répondre sur ce point-là. Du point de vue des études dans la planète des CAF, des études en cours, on en est vraiment dans les stades tout préliminaires où, tout comme dans le cadre de la thèse que je vous ai présentée, il n'y a pas du tout de travaux, il s'agit juste d'étudier à partir des eaux prélevées, d'étudier la composition chimique. Donc, on va dire que c'est un petit peu préliminaire. Et d'autre part, si vous pouvez trouver dans les journaux, notamment les journaux de la CASSU, par exemple, ou les publications de la CASSU, vous pouvez trouver des financements qui sont afférents à cette recherche. Et je reconnais qu'il faut aller chercher ça, mais l'information, elle existe. J'imagine que pour des étapes futures, j'ose espérer qu'il y aura une information de la population meilleure. Et je pense que déjà, il faut évaluer au mieux la ressource avant de consulter peut-être la population pour rien. Alors ça, c'est pour le cas de la géothermie que je connais. Maintenant, si vous citiez d'autres sources d'énergie qui sont à l'étude, qui sont intéressantes, qui sont importantes, par exemple, le SWAC, c'était justement l'idée d'utiliser la différence de température entre les eaux qui sont en profondeur à 2 à 4 degrés et la surface qui est à 20 ou 30 degrés. Et la différence de température peut être utilisée pour faire tourner ce qu'on appelle des fluides caloporteurs qui peuvent transformer cette différence de température en énergie. De ce que j'en sais, ça ne marche pas très bien à l'heure actuelle. Donc c'est plein de complications, et c'est pour ça que vous en entendez peut-être plus parler. C'est parce que ça reste au stade de concept, mais c'est difficile de transformer ça en une utilisation régulière et une source d'énergie importante à l'arrière. Cela dit, ne serait-ce que pour la climatisation, parce que vous parliez de l'utilisation de 40% de l'énergie qui était consommée par les allumages. Une part énorme de l'énergie qui est consommée, c'est à la Réunion, c'est la climatisation. Rien pour la différence de température, ça serait intéressant. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, allez-y, vas-y. Je souhaite intervenir parce que sur le soir, c'est un meilleur. On va en parler parce qu'il s'agissait simplement que le groupe avait changé de nom. Et demain, pour le resto, la présidente de la région rencontre le groupe avec le directeur du CHU, parce que je fais partie du CHU, et en plus je suis dans le domaine technique. Et nous, ça nous intéresse et certainement, mais c'est surtout sur la grosse question, comme vous disiez tout à l'heure, vous parlez d'investissement, c'est le temps de retour, c'est-à-dire le retour sur l'investissement, ce qui nous fait craindre un peu de rentrer dans l'application, la mise en œuvre du SWAC, c'est qu'est-ce que le CHU va payer et combien d'années il va payer. Parce qu'on sera le premier si on accepte, et c'est toutes ces questions qui restent quand même en suspens. Mais ça reste quand même un sujet très intéressant sur la partie énergétique, parce qu'effectivement, dans un CHU comme Saint-Pierre ou n'importe quel établissement hospitalier, le confort des patients, ça passe aussi et avant tout par le conditionnement de la pièce, et notamment des pièces stériles et autres. Donc forcément, le SWAC va revenir d'actualité, mais
merci pour cette mise à jour que je ne connaissais pas. Peut-être que vous voulez que je parle de l'énergie ou de motrice. Et juste ça, juste pour le swap, parce qu'on parle de swap d'énergie et de coût aussi. Parce que l'étude que on avait faite, je peux vous le dire, au niveau du coût, le coût était bloqué pendant une certaine durée, je crois une dizaine d'années. Et ensuite, le CHU par exemple serait à la merci de cette entreprise, tout le système serait type swap, donc, et le tarif pourrait, au bout d'un moment, évoluer librement. Donc il y a un vrai danger, et sur ce sujet, on n'a pas eu de réponse, je vous signale. Donc il faudra faire gaffe. Voilà. Deuxième chose, oui, c'est vrai, il y avait il y a plus de 20 ans déjà, il y a même des hydrauliques qui étaient en projet. Oui, des hydrauliennes, c'est des éoliennes souvent. Ils exploitaient les marées. Non, mais alors justement, le problème, c'est qu'à La Réunion, on a un marnage qui est nul, enfin, très faible. Donc les marées ne produisent pas d'énergie à La Réunion. La seule source d'énergie importante potentielle, c'est l'énergie motrice. Oui, c'est ça. Donc l'énergie motrice. Et là, le problème, c'est que cette source d'énergie est encore en développement à l'état de prototype et se heurte pour l'instant aux événements extrêmes. C'est-à-dire que quand on a les fortes houles, il n'y a quasiment rien qui tient. Même les filets à la requin ne tiennent pas. Donc imaginez les serpents qui produiraient de l'énergie, le problème c'est que ça coûterait très cher et c'est fragile. Donc voilà, je suis absolument pas spécialiste, mais je sais que à l'heure actuelle c'est encore en développement. Mais oui, c'est une piste. Jean-Paul, madame. Oui. Oui, allez-y. Je voudrais savoir s'il existe d'autres usines géothermiques en France, comment elles fonctionnent. Oui, alors, donc en France, on en a deux qui sont vraiment célèbres. Il y a Sous-Forêt en Alsace, qui produit vraiment 20 MWh, je crois. Donc qui est en fonctionnement. Et la deuxième, c'est Bouillante en Guadeloupe. Non, c'est pas abandonné. Non, c'est en cours actuellement. Ça a été repris, hein, mais non, ça produit de l'énergie. Alors il y a des problèmes de gestion, mais qui sont complètement indépendants de la ressource géologique elle-même. Mais ce sont des sites qui marchent. Voilà, mais on n'en a pas beaucoup après. Ça, c'est la géothermie haute énergie. Il faut savoir qu'on classe la géothermie dans différentes catégories, j'en ai pas parlé, hein. Haute, moyenne et basse énergie. Et en ce qui concerne la moyenne et la basse énergie, on utilise énormément les eaux du Doguer dans le bassin parisien, qui sont des eaux qui sont légèrement plus chaudes, qui sont entre 30 et 50 degrés. On se sert de ces eaux non pas pour faire tourner des turbines, mais par contre pour le chauffage. Donc ça existe déjà en France métropolitaine. Ouais. Puisque vous parlez d'énergie, j'ai lu le bilan énergétique de la Réunion, peut-être pas celui de 2019, mais Ouais. ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a la moitié de la consommation. La moitié de la consommation, c'est dû au ménage. La moitié de la consommation électrique, c'est déjà ça. Et d'autre part, ce qu'on peut voir en le consultant, c'est que quand les panneaux solaires produisent trop, on les débranche. EDF les débranche. Ce qui paraît surprenant. Mais c'est peut-être pas surprenant quand on sait que l'énergie électrique est produite par des machines thermiques qu'on ne peut pas ralentir, qui ne sont pas si faciles à moduler. On parle d'intermittence des énergies renouvelables, mais il faut parler de la permanence des énergies thermiques, qu'on ne peut pas moduler comme on veut. Alors justement, je ne sais pas à quelles énergies thermiques vous faites référence, parce que le sol, enfin l'énorme avantage du charbon du fil, c'est qu'on peut l'allumer et l'éteindre comme on veut, et donc c'est extrêmement modulable. Ça c'est l'intérêt justement de ces sources d'énergie. Alors pourquoi est-ce qu'on débranche les panneaux solaires? Alors les panneaux solaires, donc c'est de l'énergie intermittente. Moi je n'ai pas connaissance de ce panneau solaire débranché. C'est dans le verre. Mais, oui, c'est dans le verre, mais le verre n'est pas débranché. Enfin, moi, voilà, je ne sais pas à quoi vous faites référence. C'est surprenant. Ouais, peut-être que voilà, vous citiez un cas particulier dont je n'ai pas
connaissance. Hein. Je vous avoue que moi je suis spécialiste en géologie et pas dans toutes les énergies. Hein. J'ai pas eu connaissance de ça. Mais c'est sûr que l'idéal c'est de pas débrancher les panneaux solaires. Oui, Nicole? Oui, dans les cartes que vous avez fait voir, Oui. il y avait une ressource en dehors des cirques, Oui. peut-être du côté de la plaine des Caves, c'est Oui. quel endroit? Oui, alors ça c'est une très belle source, enfin très belle. Elle aussi, elle est historique, c'est la source du Bracabo. En fait, jusque dans les années 50, il y avait quelqu'un qui faisait toutes les semaines le sentier entre la plaine des Balistes et le Bracabo pour aller prendre des bonbonnes de cette source et qui vendait cette eau justement à la plaine des Balistes. Peut-être qu'il doit avoir des photos. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la source du Bracabo. Elle est ici. Hein. Donc, c'est un truc qui paye pas de mine. Hein, mais, donc, c'est de l'eau qui coule avec une particularité. Si je peux retrouver ça, voilà, c'est que ce sont des eaux où on voit buller. Elle est toute bulle, tout ça. Voilà. Donc, c'est une petite source thermale qui est effectivement en dehors des cirques. C'est une des rares. Même la tête. On voit bien la couleur ocre des vieux dépôts de terre. Voilà. Mais donc, vous parliez de cette source, justement, et c'est possible hein, que ce soit relié à une source de chaleur sous la plaine des Balistes. J'ai encore une question là. Vous avez dit que pour que la ressource soit exploitable, il faut que les roches soient poreuses, soient fissurées. Oui. Il y a des endroits où on fait de la fracturation de roches, en Alsace par exemple, Oui. et ça c'est pas très bien accepté non plus. Ben voilà, justement, donc c'est cette fracturation de roche, c'est ce qui cause la sismicité induite. Et c'est ça qui fait peur à la population. Alors, il y a une grosse différence entre la fracturation hydraulique de géothermie et la fracturation hydraulique, par exemple, qui est utilisée dans les gaz de schiste. Celle de géothermie, on n'utilise absolument pas d'adjuvant. Voilà. Mais par contre, ça crée une sismicité induite qui n'a jamais jusqu'à présent créé de séisme faisant des dommages, et par contre qui rend la géothermie moins acceptable par la population parce que personne n'a envie d'avoir des séismes de magnitude 3. Ce serait envisagé là, pour l'instant, non. Absolument pas. Maintenant, je ne sais pas. On en est pas. Le truc, c'est qu'on en est encore tellement loin du forage que je ne peux pas vous répondre. Pour ça, ça dépendrait vraiment des caractéristiques de la roche. Oui. C'est vrai qu'à Sagazzi, le cirque étant tellement stable, on voit mal comment on pourrait installer une centrale géothermique à Sagazzi, par exemple. Bah, écoutez, on a le risque. Il y a des zones, on mesure très bien les zones qui se déplacent et celles qui se déplacent moins. Hein. Oui, je sais, mais ça c'est vers Ventilette. Il y a des zones qui sont beaucoup plus stables, par exemple Maravieille Place, ça ne bouge pas. C'est justement là qu'on avait implanté le forage, dans les années 80, il est toujours là le forage. Donc voilà, ça dépend des endroits, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est évident, mais c'est pas quelque chose d'insurmontable. Et à l'heure du développement de la voiture électrique, avec une consommation qui va encore augmenter, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire du stockage d'énergie à partir du solaire, par exemple? Bon, alors je précise que la voiture électrique à La Réunion, c'est un non-sens monstrueux. On est bien tous d'accord. Puisque au lieu de. D'une part, l'énergie, c'est de l'électricité produite à 70% par du fioul et du charbon. Mais en plus, au lieu d'utiliser une machine de conversion d'énergie, avec des rendements qui sont limités, hein, ils en ont utilisé deux, puisqu'il y a le charbon qui est converti en électricité par la centrale, et ensuite la voiture qui convertit l'électricité en énergie cinétique. Ça fait deux conversions d'énergie, la déperdition elle est fantastique. La voiture électrique à La Réunion, c'est une aberration. Hein. Ouais.
compléter la voiture électrique avec justement Je veux dire, attendez, pour répondre à votre remarque, on est bien d'accord que tant qu'on a une production d'électricité qui est majoritairement à base d'énergie fossile, alors on ne peut pas utiliser la voiture électrique. Et là, on est quand même très loin même d'être à la moitié d'énergie renouvelable. J'ajoute, et c'est un couplage énergie solaire et puis utilisation. Et le deuxième point, c'est effectivement quand on est sur la zone côtière que l'on dépense le plus, mais pour qui habite en montagne, ici là par exemple, avec un plein d'énergie électrique, on peut faire jusqu'à 3 ou 4 voyages. Mais moi, c'est là-dessus que je ne suis pas d'accord. Parce que le truc, c'est que votre plein d'énergie électrique, il a consommé beaucoup plus de charbon et de fioul que si vous étiez parti dans les hauts directement avec de l'essence. En termes de consommation d'énergie, c'est beaucoup moins efficace. Oui. Vas-y. Oui, le problème de la voiture électrique, c'est que je crois qu'à l'heure actuelle, c'est un créneau pour nos industriels et on ne nous donne pas toutes les informations, ce qui rejoint le problème d'informer les populations réellement, même quand on n'a pas toutes les connaissances, au moins donner un certain nombre d'éléments, des connaissances qu'on dispose, en les popularisant, pas informer avec des termes scientifiques qui ne sont pas compréhensibles par la population. Je crois que là-dessus, il y a certaines de nos politiques, pas tous, mais certaines de nos hommes politiques ou femmes politiques qui, là aussi, jouent le jeu de ne pas donner les véritables informations pour différents intérêts économiques derrière ou politiques. Moi, je crois que le problème, entre autres, de l'énergie, c'est un bien commun comme l'eau. Et ça devrait être un service public qui soit géré par l'État, comme ça a été une autre période. Et il n'y aurait plus ces luttes de propagande, voiture électrique, pas voiture électrique, nucléaire, pas nucléaire, etc. Avec une bonne information et les financements nécessaires apportés par l'État, c'est-à-dire nos impôts, ça permettrait à toute la population d'avoir le même service, au même prix, au même coût. Et ça avancerait beaucoup. Après, il y a l'autre élément, on dit le coût. Bien sûr, le coût, mais quand on regarde le coût immédiat, mais l'énergie fossile, quand on sait les dégâts que ça fait sur la santé et sur l'environnement, quel est le meilleur coût? Est-ce que c'est le coût de la santé et le coût qui est rapporté aux industriels qui produisent de l'énergie, parce qu'à La Réunion c'est privé pratiquement, on revend l'EDF, c'est pour ça que le coût est 2 fois plus cher que la métropole, entre autres. Je crois qu'il y a plein d'éléments qui sont pas pris en compte, parce que justement ça remet en compte tout un système économique qui échappe à la population, mais que la population paye. Oui, c'est vrai. Pour revenir au sujet lié à nos travaux, etc. D'abord, je crois qu'on peut être assez fier de ce qui se fait à l'Université de La Réunion en cette matière. Et alors, la question plus précise, on parlait d'Arénie tout à l'heure, mais de quel matériel disposez-vous pour faire ces sondages, ces repérages, etc. Pour le coup, à La Réunion, on a très peu de matériel, parce que c'est vraiment des gros labos. En fait, il y a une batterie énorme, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a une batterie énorme d'analyses chimiques qui ont été faites. Ça nécessite des gros instruments d'analyse. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait les échantillons, on prélevait les échantillons sur le terrain, et on les envoyait pour analyse dans différents labos de métropole. Voilà, donc on n'a pas un très gros labo d'analyse chimique à l'Université de La Réunion. On a juste un diagramme. Allez-y. Est-ce qu'il y a des risques de pollution des nappes phréatiques avec les forages? Vous voulez dire avec les forages futurs, c'est ça, ou les forages passés? Les forages futurs. Alors, pour le coup, ce
ce que je peux vous dire à Soultz Forêt, parce que c'est le forage qui a été monitoré depuis vraiment très longtemps, il n'y a absolument pas de contamination, tout simplement parce qu'on prélève un fluide naturel et on réinjecte un fluide naturel. Donc voilà, il n'y a pas de pollution. Après, il peut toujours, comme dans toute industrie, le risque n'est pas nul. Il peut tout à fait y avoir, je ne sais pas, des fluides utilisés pour le fonctionnement de la centrale qui seraient réinjectés dans le sous-sol. Ça, on ne peut pas l'exclure. Ça reste possible, ça reste un domaine possible. Il y a une situation dans laquelle la géothermie peut se révéler polluante dans le cas de fuite, mais ce serait plutôt en surface. C'est l'utilisation c'est pour la moyenne ou la basse énergie, c'est l'utilisation d'un fluide caloporteur, c'est-à-dire qui transforme la chaleur en énergie, qui serait autre que l'eau. Parce que lorsque la température est trop basse, on va dire en dessous de 140 degrés à peu près, l'eau n'est plus suffisante, le rendement en fait, des machines, des turbines avec de l'eau chaude est trop faible. Donc on utilise un fluide qui se vaporise à plus basse température et qui est souvent un composé organique un peu sale. Normalement c'est un circuit parfaitement fermé, donc quand tout va bien, il n'y a pas de pollution. Mais puisque l'eau thermale et le fluide caloporteur sont en contact, mais on peut toujours imaginer une fuite, comme dans n'importe quelle centrale, et dans ces cas-là, oui, il pourrait y avoir un risque de pollution. Voilà, nous allons devoir rendre l'amphithéâtre dans 3 minutes. En tout cas, je crois qu'on peut le remercier très vivement et chaleureusement. Merci à vous, merci pour l'invitation. Au nom des amis de l'université, d'avoir tous nos encouragements pour les travaux du groupe et nos félicitations parce que là, ce soir, nous avons eu une véritable révélation des travaux. Alors, je ne saurais trop vous inviter avant que vous partiez, je vous donne ces informations-là. La saison 2021 va se terminer pour nous avec à Saint-Pierre le 14 décembre. Cela vous intéresse. Tout ce que vous avez voulu savoir sur le Bitcoin sans jamais vous être demandé. Comment ça a été Donc longtemps sans c'est un sujet qui va un peu défriser, si j'ose dire. Quand même un Et donc la conférence nous sera proposée par Christophe Markowitz, qui est un cadre, et que je n'utilise pas de bêtises, un cadre de la fonction publique spécialisé dans la finance. Et il va le faire de manière un peu humoristique. Alors donc, pour ceux qui n'ont pas encore pris l'avion et polluant l'atmosphère, n'est-ce pas, ceux qui restent bien sur Terre, profiteront de cette très bonne conférence qui se donnera au Centre culturel. Quant à l'année 2022, que sera-t-elle? Le programme n'est pas encore préparé, mais j'ose espérer qu'il sera aussi attrayant que ce que nous avons proposé cette année, avec justement des personnalités comme Vincent Famin. Il y en a de nombreuses à la prison, ça va être compliqué. Et je ne saurais trop vous conseiller à ceux et celles qui ne sont pas encore adhérents des amis de l'université de vous précipiter sur le site pour cliquer sur adhérer, et pour 22 €, vous avez justement tout ce qui vous est proposé, comme je le disais à l'instant. En tout cas, un très grand merci d'être venu ce soir. Vous avez boudé, comme il dit, peut-être, mais en tout cas, vous avez eu raison de venir ce soir, et je vous encourage à poursuivre. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Voilà, bien. Tu as arrêté? Oui. Je suis spécifique à La Réunion, parce que vous avez tout à fait raison. Dans, par exemple, les massifs granitiques, les eaux chaudes des massifs granitiques sont beaucoup plus agressives et peuvent éventuellement corroder. C'est pas tellement les canalisations, c'est surtout les pompes. Le fait de devoir changer les pompes très régulièrement parce qu'elles se corrodent, ce qui occasionne un coût qui est non négligeable. Mais ce ne serait pas tellement le cas pour les eaux de La Réunion. Oui. La valeur médicale de l'eau de Syllabus. Écoutez, Paul Técher était convaincu de la valeur médicale des eaux de Syllabus,
Moi, là-dessus, je ne peux rien vous dire. Boisson, je parle. Comme boisson, je n'en sais rien, justement. Je ne peux pas vous dire. Peut-être que l'effet était surtout placebo, j'en sais rien. Il y a toujours des trucs que les curistes se sont trouvés vieux, donc c'est que ça fonctionnait d'une certaine manière, que ce soit placebo ou réel. Et là, vraiment, vous sortez de mon champ de compétences. Vas-y, Gaëtan. Oui, il y aurait deux points que je voudrais signaler. Donc, c'est vrai qu'il faudrait une acceptabilité sociale quand on fait des projets de cette nature. Ce qui est très frappant, et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, pour le moment, on fait des études avec des classes, mais on n'en parle pas. Et ça, je trouve que c'est très dommageable. C'est très dommageable puisque la population a le droit d'être informée. On doit lui présenter aussi les impacts potentiels, les risques, les impacts, les avantages, tout. Il doit y avoir de l'information publique. Et ça, c'est vraiment problématique à La Réunion. Ça, c'est le premier point. La géothermie, je pense, le problème se pose. Et deuxième point, ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a pas du tout l'aspect énergie des mers, alors qu'on est entouré d'eau. Donc il y a un potentiel aussi là-dessus, et à un moment donné, on en parlait. On parlait même de climatisation à partir de l'océan. Je crois que pour l'aéroport de Saint-Denis, ça s'est fait, c'était un projet. Nous, on a même étudié un projet de clim de l'hôpital. Oui, c'est ça, oui. Plus de nouvelles, hein. Il y a eu une concertation publique, et puis hop, disparu, on ne sait rien. Tout est comme ça. Donc, il y a vraiment un gros problème à La Réunion au niveau politique. Bon, ouais, peut-être que je peux quand même un petit peu répondre sur ce point-là. Du point de vue des études dans la planète des CAF, des études en cours, on en est maintenant dans les stades tout préliminaires où, comme dans le cadre de la thèse que je vous ai présentée, il n'y a pas du tout de travaux, il s'agit juste d'étudier à partir des eaux prélevées, d'étudier la composition chimique. Donc là, c'est un petit peu préliminaire. Et d'autre part, si vous pouvez trouver dans les journaux, notamment les journaux d'Acaciud, par exemple, ou les publications d'Acaciud, vous pouvez trouver des financements qui sont afférents à cette recherche. Et je reconnais qu'il faut aller chercher ça, mais l'information, elle existe. J'imagine que pour des étapes futures, j'ose espérer qu'il y aura une information de la population meilleure. Et je pense que déjà, il faut évaluer au mieux la ressource avant de consulter peut-être la population pour rien. Alors ça, c'est pour le cas de la géothermie que je connais. Hein. Maintenant, si vous citiez d'autres sources d'énergie qui sont à l'étude, qui sont intéressantes, qui sont importantes, par exemple, le SWAC, c'était justement l'idée d'utiliser la différence de température entre les eaux qui sont en profondeur à 2 à 4 degrés et la surface qui est à 20 ou 30 degrés. Et la différence de température peut être utilisée pour faire tourner ce qu'on appelle des fluides caloporteurs qui peuvent transformer cette différence de température en énergie. De ce que j'en sais, ça ne marche pas très bien à l'heure actuelle. Donc c'est plein de complications, c'est pour ça que vous en entendez peut-être plus parler. C'est parce que ça reste au stade de concept, mais c'est difficile de transformer ça en une utilisation régulière et une source d'énergie importante à La Réunion. Cela dit, ne serait-ce que pour la climatisation, parce que vous parliez de l'utilisation de 40% de l'énergie qui était consommée par les allumages, une part énorme de l'énergie qui est consommée à La Réunion, c'est la climatisation. Rien pour la différence de température, ça serait intéressant. Oui, il y a quelque chose là-dessus. Oui, allez-y, monsieur. Je souhaiterais intervenir parce que sur le soir, c'est un meilleur. On va en parler parce qu'il s'agissait simplement que le groupe avait changé de nom. Et demain, pour le coup, la présidente de région rencontre le groupe avec le directeur du CHU, parce que je fais partie du CHU, et en plus je suis dans le domaine technique. Et nous, ça nous intéresse très certainement, mais c'est surtout sur la post-question, comme vous disiez tout à l'heure, vous parlez d'investissement, c'est le temps de retour, c'est-à-dire le retour sur l'investissement, ce qui nous fait craindre un peu de rentrer dans l'application, la mise en œuvre du SWAT,
c'est qu'est-ce que le CHU va payer et combien d'années il va payer. Parce qu'on sera le premier si on accepte. Et c'est toutes ces questions qui restent quand même en suspens. Mais ça reste quand même un sujet très intéressant sur la partie énergétique, parce qu'effectivement, dans un CHU comme Saint-Pierre ou n'importe quel établissement hospitalier, le confort des patients, ça passe aussi et avant tout par le conditionnement de la pièce, et notamment des pièces stériles et autres. Donc forcément, le SWAC va revenir d'actualité, mais on va essayer d'être un peu plus pertinent dans nos attentes avec ce groupement. Donc j'apporte un élément complément d'info à monsieur, puisqu'il apporte le sujet. Oui, bien sûr, merci pour cette mise à jour que je ne connaissais pas. Peut-être que vous voulez que je parle de l'énergie ou motrice, peut-être. Oui, peut-être. Mais juste ça, juste pour le SWAC, puisqu'on parle de SWAC d'énergie et de coût aussi. Parce qu'en l'étude qu'on avait faite, je peux vous le dire, au niveau du coût, le coût était bloqué pendant une certaine durée, je crois une dizaine d'années. Et ensuite, le CHU, par exemple, serait à la merci de cette entreprise, tout le système serait de type SWAC, donc, et le tarif pourrait, au bout d'un moment, évoluer librement. Donc il y a un vrai danger, et sur ce sujet, on n'a pas eu de réponse, hein, je vous signale. Donc il faudra faire gaffe. Bon, voilà. Deuxième chose, oui, c'est vrai, il y avait, il y a plus de 20 ans déjà, hein, il y a même des hydrauliques qui étaient en projet. Oui, des hydroliennes, c'est des éoliennes souvent. Ils exploitaient les marées, les mouvements. Oui, mais alors justement, le problème, c'est qu'à La Réunion, on a un marnage qui est nul, enfin très faible. Donc les marais ne produisent pas d'énergie à La Réunion. La seule source d'énergie importante potentielle, c'est là où l'énergie motrice. Il était prévu des systèmes, des sortes de serpents qui devaient reculer à la glace. Oui, c'est ça. Donc l'énergie motrice. Et là, le problème, c'est que ça cette source d'énergie est encore en développement à l'état de prototype et se heurte pour l'instant aux événements extrêmes. C'est-à-dire que quand on a des fortes houles, il n'y a quasiment rien qui tient. Même les filets à requins ne tiennent pas. Donc imaginez les serpents produire de l'énergie, le problème c'est que ça coûterait très cher et c'est fragile. Donc voilà, je suis absolument pas spécialiste, mais je sais que c'est à l'heure actuelle c'est encore en développement. Mais oui, c'est une piste. Jean-Paul, madame. Oui, allez, vas-y. Moi Oui, allez-y. Oui. Je voudrais savoir s'il existe d'autres usines géothermiques en France, comment elles fonctionnent. Oui, alors, donc en France, on en a deux qui sont vraiment célèbres. Il y a Soult sous forêt en Alsace, qui produit vraiment 20 MWh, je crois. Donc qui est en fonctionnement. Et la deuxième, c'est Bouillante en Guadeloupe. C'est abandonné? Non, c'est pas abandonné. Non, c'est en cours actuellement. Ça a été repris, hein. Mais non, ça produit de l'énergie. Alors il y a des problèmes de gestion, mais qui sont complètement indépendants de la ressource géologique elle-même. Mais ce sont des sites qui marchent. Voilà, mais on n'en a pas beaucoup. Après, ça c'est la géothermie haute énergie. Il faut savoir qu'on classe la géothermie dans différentes catégories, j'en ai pas parlé, hein. Haute, moyenne et basse énergie. Et en ce qui concerne la moyenne et la basse énergie, on utilise énormément les eaux du Doguer dans le bassin parisien, qui sont des eaux qui sont légèrement plus chaudes, qui sont entre 30 et 50 degrés. On se sert de ces eaux non pas pour faire tourner des turbines, mais par contre pour le chauffage. Donc ça existe déjà en France métropolitaine. Voilà. Puisque vous parlez d'énergie, j'ai lu le bilan énergétique de la Réunion, peut-être pas celui de 2019, mais Ouais. ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a la moitié de Parle un peu plus fort, un peu plus fort. la moitié de la consommation, c'est dû au ménage. La moitié de la consommation électrique, c'est déjà ça. Et d'autre part, ce qu'on peut voir en les consultant, c'est que quand les panneaux solaires produisent trop, on les débranche. EDF les débranche. Ce qui paraît surprenant. Mais c'est peut-être pas surprenant quand on sait que l'énergie électrique est produite par des machines thermiques qu'on ne peut pas ralentir, qui ne sont pas si faciles à moduler.
on parle d'intermittence des énergies renouvelables, mais il faut parler de la permanence des énergies thermiques, qu'on ne peut pas moduler comme on veut. Alors justement, je ne sais pas à quelles énergies thermiques vous faites référence, parce que le sol, enfin l'énorme avantage du charbon liquide, c'est qu'on peut l'allumer et l'éteindre comme on veut, et donc c'est extrêmement modulable. Ça c'est l'intérêt justement de ces sources d'énergie. Oui, alors pourquoi est-ce qu'on débranche les panneaux solaires quand ils produisent? Alors les panneaux solaires, donc c'est de l'énergie intermittente. Moi je n'ai pas connaissance de panneaux solaires débranchés. C'est dans le verre. Mais, oui, c'est dans le verre, mais le verre n'est pas débranché. Enfin, moi, voilà, je sais pas à quoi vous faites référence. C'est surprenant. Ouais, peut-être que voilà, vous citiez un cas particulier dont j'ai pas connaissance. Hein, je vous avoue que moi, je suis spécialiste en géologie et pas dans toutes les énergies. Hein. J'ai pas entendu, j'ai pas eu connaissance de ça. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est de pas débrancher les panneaux solaires. Oui, Nicole? Oui, dans les cartes que vous avez fait voir, oui. il y avait une ressource en dehors des cirques, enfin, peut-être du côté de la plaine des Cafres, c'est à quel endroit? Oui, alors ça c'est une très belle source, enfin très belle. Elle aussi, elle est historique, c'est la source du Bracabo. En fait, jusque dans les années 50, il y avait quelqu'un qui faisait tout, prendre des bonbonnes de cette source et qui vendait cette eau justement à la plaine des Palmistes. Peut-être que je dois avoir des photos. Voilà, c'est ça. Ça c'est la source du Bracabo. Elle est ici. Hein. Donc c'est un peu qui paye pas de mine, hein, mais donc c'est de l'eau qui coule avec une particularité. Si je peux retrouver ça, voilà, c'est que ce sont des eaux où on voit. On va aller plus mieux que ça. Donc c'est une petite source terrestre qui est effectivement en dehors des tiers. C'est une des rares. C'est même la seule. On voit bien la couleur en face, c'est un début de vert. Voilà, mais donc vous parliez de cette source justement, et c'est possible hein, que ce soit relié à une source de chaleur sur la planète Palmistes. Oui, j'ai encore une question là. Vous avez dit que pour que la ressource soit exploitable, il faut que les roches soient poreuses, soit fissionnées. Oui. Il y a des endroits où on fait de la fracturation de roches, en Alsace par exemple. Oui. Et ça, c'est pas très bien accepté. Ben voilà, justement, donc c'est cette fracturation de roche, c'est ce qui cause la sismicité induite. Et c'est ça qui fait peur à la population. Alors, il y a une grosse différence entre la fracturation hydraulique de géothermie et la fracturation hydraulique, par exemple, qui est utilisée dans les gaz de schiste. Celle de géothermie, on n'utilise absolument pas d'adjuvant. Voilà, mais par contre, ça crée une sismicité induite qui n'a jamais jusqu'à présent créé de séisme faisant des dommages, mais par contre qui rend la géothermie moins acceptable par la population parce que personne n'a envie d'avoir des séismes de magnitude 3. Ce serait envisagé à la Réunion? Pour l'instant, non, absolument pas. Maintenant, je ne sais pas. On en est pas. Le truc, c'est qu'on en est encore tellement loin du forage que je ne peux pas vous répondre. Pour ça, ça dépendrait vraiment des caractéristiques de la roche. Oui. Et c'est vrai qu'à Sargazi, le cirque étant tellement instable, on voit mal comment on pourrait installer une centrale géothermique à Sargazi, par exemple. Bah, écoutez... Prenons le risque... Il y a des zones, hein, on mesure très bien les zones qui se déplacent, celles qui se déplacent moins. Hein. Ça va jusqu'à 1 mètre par an. Hein. Oui, je sais, mais ça c'est vers le Cantinette. Il y a des zones qui sont beaucoup plus stables, par exemple par un vieille place, ça ne bouge pas. C'est justement là qu'on avait implanté le forage, dans les années 80, il est toujours là le forage. Donc voilà, ça dépend des endroits, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est évident, mais c'est pas quelque chose d'insurmontable. Et à l'heure du développement de la voiture électrique,
avec une consommation qui va encore augmenter. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire du stockage d'énergie à partir du solaire, par exemple? Bon, alors je précise que la voiture électrique à La Réunion, c'est un non-sens monstrueux. On est bien tous d'accord. Puisque au lieu de... D'une part, l'énergie, c'est toujours c'est de l'électricité produite à 70% par du fioul et du charbon. Mais en plus, au lieu d'utiliser une machine de conversion d'énergie, avec des rendements qui sont limités, vous en utilisez deux, puisqu'il y a le charbon qui est converti en électricité par la centrale, et ensuite la voiture foncière qui est convertie à l'électricité en énergie cinétique. Ça fait deux conversions d'énergie, la déperdition elle est fantastique. La voiture électrique à La Réunion, c'est une aberration. Oui. Je partage pas ce point de vue. Hein. Il faut coupler la voiture électrique avec justement par exemple, si vous avez des grandes surfaces, par exemple. Je vais dire, pour répondre à votre remarque, on est bien d'accord que tant qu'on a une production d'électricité qui est majoritairement à base d'énergie fossile, on ne peut pas utiliser la voiture électrique. Et là, on est quand même très loin même d'être à la moitié d'énergie renouvelable. J'ajoute, c'est le couplage de l'énergie solaire et puis l'utilisation. Et le deuxième point, c'est effectivement quand on est sur la zone côtière que l'on dépense le plus, mais pour qui habite en montagne, ici la Hausse par exemple, avec un plein d'énergie électrique, on peut faire jusqu'à 3 ou 4 voyages. Mais moi, c'est là-dessus que je ne suis pas d'accord. Parce que le truc, c'est que votre plein d'énergie électrique, il a consommé beaucoup plus de charbon et de fioul que si vous étiez parti dans les hauts directement avec de l'essence. En termes de consommation d'énergie, c'est beaucoup moins efficace. Oui. Vas-y. Oui, le problème de la voiture électrique, c'est que je crois qu'à l'heure actuelle, c'est un créneau pour nos industriels et on ne nous donne pas toutes les informations, ce qui rejoint le problème d'informer les populations réellement, même quand on n'a pas toutes les connaissances, au moins donner un certain nombre d'éléments des connaissances qu'on dispose en les popularisant, pas informer avec des termes scientifiques qui ne sont pas compréhensibles par la population. Je crois que là-dessus, il y a certains de nos politiques, pas tous, mais certains de nos hommes politiques ou femmes politiques qui, là aussi, jouent le jeu de ne pas donner les véritables informations pour différents intérêts économiques derrière ou politiques. Moi, je crois que le problème, entre autres, de l'énergie, c'est un bien commun comme l'eau. Et ça devrait être un service public qui soit géré par l'État, comme ça a été une longue période. Et il n'y aurait plus ces luttes de propagande, voiture électrique, pas voiture électrique, nucléaire, pas nucléaire, etc. Avec une bonne information et les financements nécessaires apportés par l'État sur nos impôts, ça permettrait à toute la population d'avoir le même service, au même prix, au même coût. Et ça avancerait beaucoup. Après, il y a l'autre élément, on dit le coût. Bien sûr, le coût, mais quand on regarde le coût immédiat, mais l'énergie fossile, quand on sait les dégâts que ça fait sur la santé et sur l'environnement, quel est le meilleur coût? Est-ce que c'est le coût que coûte la santé et le coût qui est rapporté aux industriels qui produisent l'énergie, parce qu'à La Réunion c'est privé pratiquement, on revend l'EDF, c'est pour ça que le coût est 2 fois plus cher que la métropole, entre autres. Je crois qu'il y a plein d'éléments qui sont pas pris en compte, parce que justement ça remettrait en compte tout un système économique qui échappe à la population, mais que la population paye. Oui, c'est vrai. Pour revenir au sujet lié à nos travaux, etc., d'abord, je crois qu'on peut être assez fier de ce qui se fait à l'Université de La Réunion en cette matière. Et alors, la question plus précise, on parlait de la Réunion tout à l'heure, mais de quel matériel disposez-vous pour faire ces sondages, ces repérages, etc. Pour le coup, à La Réunion, on a
très peu de matériel, parce que c'est vraiment des gros labos. Hein, en fait, les batteries énormes, ce que je ne vous ai pas dit, c'est des batteries énormes d'analyse chimique qui ont été faites. Ça nécessite des gros instruments d'analyse. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait les échantillons, on prélevait les échantillons sur le terrain, et on les envoyait pour analyse dans différents labos de métropole. Voilà, donc on n'a pas un très gros labo d'analyse chimique à l'université de La Réunion. On a juste la matière grecque. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a des risques de pollution des nappes phréatiques avec les forages? Vous voulez dire avec les forages futurs? C'est ça, ou les forages passés? Les forages futurs. Pour le coup, ce que je peux vous dire à sous-forêt, parce que c'est le forage qui est monitoré depuis vraiment très longtemps, il n'y a absolument pas de contamination, tout simplement parce qu'on prélève un fluide naturel et on réinjecte un fluide naturel. Donc voilà, il n'y a pas de pollution. Après, que toujours comme dans toute l'industrie, le risque n'est pas nul. Il peut tout à fait y avoir, je ne sais pas moi, des fluides utilisés pour le fonctionnement de la centrale qui seraient réinjectés dans le sous-sol. Ça, on ne peut pas l'exclure. Ça reste possible, ça reste dans le domaine du possible. Il y a une situation dans laquelle la géothermie peut se révéler polluante dans le cas de fuite, mais ce serait plutôt en surface. C'est l'utilisation c'est pour la moyenne ou la basse énergie, c'est l'utilisation d'un fluide caloporteur, c'est-à-dire qui transforme la chaleur en énergie, qui serait autre que l'eau. Parce que lorsque la température est trop basse, on va dire en dessous de 140 degrés à peu près, l'eau n'est plus suffisante, le rendement en fait, des machines, des turbines avec de l'eau chaude est trop faible. Donc on utilise un fluide qui se vaporise à plus basse température et qui est souvent un fluide, un composé organique un peu sale. Normalement c'est un circuit parfaitement fermé, donc quand tout va bien, il n'y a pas de pollution. Puisque l'eau thermale et le fluide caloporteur sont pas en contact, mais on peut toujours imaginer une fuite, hein, comme dans n'importe quelle centrale, et dans ces cas-là, oui, il pourrait y avoir un risque de pollution. Nous allons devoir rendre l'amphithéâtre dans 3 minutes. En tout cas, je crois qu'on peut remercier très vivement et chaleureusement. Merci.